Coucou, je m'appelle Atitia Rai Anna, donc je suis étudiante en troisième année de communication et aujourd'hui j'ai vraiment tenu à venir à assister à cette interview parce que vraiment j'avais envie de m'enrichir de près, vraiment rencontrer une personne qui pour moi a réussi. Donc, On n'est pas encore arrivé. Alors, salut, moi c'est Okwame, en charge de la communication de African Chip et vous suivrez l'interview avec moi aujourd'hui. La première question que African Chip a à te poser, c'est qui est Monsieur Régis Matondo? Ah, vaste question. Oui, très vaste question. Régis Matondo est un auditeur de métier, Ok. il faut même dire comptable auditeur à la base, qui a aujourd'hui, ça fait, en les années 14, en fait, ça fait 15 ans que j'ai compté encore. Ça fait 15 ans qu'il a 15 ans d'expérience dans les métiers de la finance et de la comptabilité. Mais Régis Matondo, c'est surtout quelqu'un qui aime découvrir, qui est très curieux et qui a, de ce fait, entrepris beaucoup de choses dans sa vie. pourquoi avoir créé votre société Aris Investissement? Alors, à tout seigneur, tout honneur, il faut préciser que Aries a été créé par Loïc Makosso en 2011. Aries a été fondé en 2011 par Loïc Makosso. Il a effectivement commencé à développer des activités en 2014. Et je me suis associé à Loïc en 2015. Donc je suis arrivé chez Aries en 2015. Pourquoi donc être rentré, on va dire, chez Aries? Pourquoi être rentré chez Aries? Parce que j'ai cru, et comme mon associé l'écrit récemment, nous avons eu le même rêve, la même folie. En fait, c'est l'histoire de deux fous qui se rencontrent, de deux personnes qui croient à des choses totalement folles pour notre époque. Se dire que c'est possible de pouvoir conseiller des structures de financement de leurs projets en Afrique et créer de la valeur pour ces entreprises. C'est possible de trouver des financements à meilleur coût parce qu'on était indigné par le coût exorbitant des financements sur le continent. Et on était indigné. En fait, tout part toujours d'une indignation. On a une colère, on a une indignation, on a une frustration par rapport à une situation. Et on voyait qu'il y avait de belles PME en Afrique, de très belles entreprises, mais qui ne se développaient pas, qui n'arrivaient pas à s'étendre au-delà de leurs frontières parce qu'elles étaient gréées par des dettes, parce qu'elles n'avaient pour modèle de financement que de la dette. Très peu de private equity, très peu d'equity, d'intervention d'equity sur le continent. Et on se dit, on se rencontre en 2015, on ne s'était jamais fait parler avant, mais en discutant, on se rend compte qu'on a les mêmes frustrations. On se dit, il faut qu'on trouve une solution. Comment tu pourrais expliquer l'activité de façon brève et simple? Alors, chers téléspectateurs, Aries Investissement est une société de conseil à vocation de banque d'affaires. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est simplement que Aries Investissement accompagne ses clients au travers de deux prestations principales qui sont le conseil stratégique et financier, c'est-à-dire tout ce qui concerne le développement d'une entreprise, la formalisation de la stratégie, les projets, les plans de développement, la structuration même d'un projet. Aries Investissement accompagne ses clients dans ce sens. Le deuxième métier, c'est le conseil en financement de projets et levée de fonds. Là, c'est ce qui permet, en fait, c'est de permettre à des entreprises de lever des fonds, c'est-à-dire d'obtenir des capitaux, des financements de partenaires financiers que nous avons dans notre base de données. Voilà le métier d'Aries Investissement. Et à côté de ça, nous faisons bien sûr des formations parce qu'on ne peut pas donner du conseil sans formation. Donc nous sommes souvent amenés à former aussi nos clients sur certaines thématiques comme le management, comme la gouvernance, comme la finance, la structuration d'opérations. Quel est le rôle de M. Loïc Makosso au sein de Aris Investissement? C'est le patron. Loïc Makosso, c'est l'associé gérant. Et en fait, nous sommes très complémentaires du fait que lui, avant d'être financier, il est avant tout juriste. Okay. Il est juriste d'entreprise. Il faut rendre tout honneur, à tout seigneur tout honneur, Loïc, au-delà de sa compétence juridique, est le premier et le plus grand commercial d'Aries Investissement. C'est ça. Loïc peut vous vendre de la glace à un esquimau. C'est vraiment une des qualités que j'apprécie beaucoup chez lui, c'est qu'il sait vendre. Ok.
il sait vendre et ça m'a beaucoup inspiré. Donc c'est M. Loïc qui a fondé Aris Ah oui. Investissement et ensuite vous vous êtes rencontrés et Exactement. votre association s'est faite de façon tout à fait naturelle. En 2015, je suis rentré au Congo. Ok. Ça faisait 17 ans que je n'étais pas rentré au Congo, donc j'étais parti partout en Afrique, mais j'avais pas un bon souvenir du Congo. Et j'y suis allé un peu à reculons, parce que c'était un voyage exploratoire, parce que j'avais des idées, je voulais mettre en œuvre mes idées. J'ai fait un long parcours en banque et en cabinet comptable en France. Je m'étais mis à mon compte au Luxembourg. Pour diverses raisons, parce que là encore, conseil aux entrepreneurs, ne soyez jamais monoclient. N'ayez jamais un seul client. Ah oui, c'est vrai. Ça a été mon erreur au Luxembourg, c'est que j'avais un seul client, un principal client. Et quand il a dû déménager, je me suis retrouvé sans client. Et donc, en cherchant à me réinventer, la pensée m'est venue d'aller sur le continent, et à commencer par le Congo. Et donc j'ai fait un voyage exploratoire en 2015 sur Brazzaville pour voir ce qu'il était possible de faire. Et Loïc Makosso étant par ailleurs aussi mon beau-frère par alliance, c'est le beau-frère mon petit frère, j'arrive chez lui et on a l'occasion d'échanger sur mes activités. Ok. Je travaille avec beaucoup de fonds d'investissement au Luxembourg. Et donc il est très intéressé par ça, on échange, on discute. Et il m'amène dans ses bureaux, il me fait visiter la ville. Voilà, il me fait le bras à tour. Il me montre la ville, comment elle a changé. Et Loïc a une obsession, c'est que tout le monde rentre au Congo. Ah. Son obsession, c'est de C'est un rapatrier. Congolais? Oui. Ok, Son obsession, c'est de rapatrier tous les expats, tous les Congolais au Congo. Il veut faire du répat massif. Il y arrivera un jour. Et donc, il me vend la destination Congo, il me vend les possibilités. Et dans nos discussions, dans nos échanges, un soir, on se met à parler donc pour l'investissement, la question du financement, et on se rend compte en fait que je me rends compte qu'il est aussi fou que moi, et il se rend compte que je suis aussi fou que lui. Et donc, je prends mon vol, je rentre sur Paris. Et on s'appelle, on reste en contact, on s'appelle et j'interviens sur certains dossiers chez Ariès jusqu'au moment où il me dit Régis, écoute, franchement, tu vas te développer et je suis en train de me développer. Et si tu crées ta société au Congo, on va finir par se cannibaliser. Et non, il m'a proposé, en toute logique, d'allier nos forces pour pouvoir, parce qu'on poursuivait le même but en fait. On a eu le même rêve et il a dit ce serait bien qu'on puisse allier nos forces, qu'on puisse s'associer au sein d'Ariès pour pouvoir atteindre. Et aujourd'hui, où se trouve le rêve Aris Investissement? En 5 ans, on a quand même fait de très belles opérations. En 5 ans, on a fait la démonstration que c'est possible de pouvoir justement conseiller des clients en Afrique. Oui, Conseiller des clients en Afrique dans la mobilisation de ressources, mais pas que de grosses entreprises. On a fait la démonstration que c'est possible avec de petites entreprises, des très petites entreprises, mais aussi de grandes sociétés publiques ou privées, et pas qu'au Congo, au-delà même de nos frontières. Et c'est ça, le bilan aujourd'hui, il est plutôt positif, parce qu'on n'est pas encore arrivé où on doit arriver. On a encore beaucoup de frustration, parce qu'il y a eu beaucoup de financement en dette, mais très peu en equity. Notre défi aujourd'hui, c'est d'amener des investisseurs en equity sur des opérations. C'est pas gagné, mais c'est ça qui est intéressant avec un défi, c'est que c'est possible. Comment vous avez commencé au niveau financement? Comment vous avez commencé à lancer votre projet? Ah, mais ça, c'est comme Loïc dit, les gens ne connaissent pas toujours ce qui se passe en cuisine. C'est beaucoup de sueur, même après que je sois rentré. Parce qu'en fait, Ariès a vraiment commencé son activité à temps plein parce que Loïc était à la B2AC jusqu'en 2014. C'est quand il quitte la B2AC en 2014 pour se mettre à temps plein chez Ariès, c'est là que l'aventure commence vraiment en fait. Donc moi j'arrive 10 mois après en fait, 10 mois après. Donc on est en plein dedans, c'est le début, il faut aller chercher les premiers contrats, les premiers clients, se faire connaître, rassurer sur notre professionnalisme, parce que nous avons souvent des tickets, hélas sur le continent, quand on arrive noir, qu'on s'appelle Matondo ou Makosso, déjà on part avec un handicap. Pour les personnes, les décideurs locaux, parce que Matondo, Makosso, en local, c'est pas forcément signe de sérieux et de professionnalisme.
Donc, il y a même des clients qui nous ont demandé si on savait rédiger. Ah oui. On a juste chacun des masters, j'ai un MBA, mais on m'a demandé si je savais rédiger. Ça fait partie du game. Donc, au début, on s'autofinance. Toute entreprise qui commence, parce que ça, c'est souvent... tous les premiers financements d'une entreprise viennent d'abord de l'entrepreneur ou de ce qu'on appelle du love money, c'est-à-dire la famille, les amis et des tiers, des tiers qui nous font confiance. Ça ne vient pas des banques, ça ne vient pas d'un fonds d'investissement, ça vient des premiers fonds. Même quand un entrepreneur remporte un prix, mais pour arriver au prix, ben, il aura dû préparer son dossier, faire des présentations. Donc, acheter un ordinateur ou trouver un ordinateur, 2 fois il a acheté, 2 fois on le lui a donné. Mais donc ça, c'est des apports. Il y a des apports en numéraire, c'est l'argent. Il y a des apports en industrie, c'est connaissances, carnet d'adresse et autres, expertise. Et il y a des connaissances en nature. Ça peut être un ordinateur, une table. Ariès a commencé, Luc m'expliquait, les premiers bureaux d'Ariès, c'était à l'immeuble de l'Arc, au 8e étage. C'était un tout petit bureau de même pas 20 mètres carrés. C'était un de ses amis qui avait une association, qui s'en occupait plus trop, mais qui avait les locaux, qui ne voulait pas les rendre, qui les lui a mis à disposition au début, quand il a lancé Ariès. Moi, la première entreprise que j'ai lancée, ben, la plupart même, c'est sous fonds propres. La plupart. La plupart. Ça veut dire qu'il y a eu plusieurs entreprises. Oh, vous savez, alors chez les anglophones, ils apprécient ça, mais chez les francophones, les gens crient quand on le dit. Dans ma vie, j'ai eu à créer 6 entreprises, 6 business. Et sur 6 business, j'en ai planté 4. Ah bon, il y a 4 qui ont... Ah oui, j'en ai planté 4, mais allègrement. J'en ai planté 4. Il y en a 2 qui tiennent encore un peu quand même. Je mets pas Ariès dedans parce que je n'ai pas créé Ariès, mais j'ai créé 6 entreprises. Et pourquoi 6 entreprises? Comment tu les as identifiées? Est-ce que ça a été par passion? Est-ce que ça a été après une étude de marché? Comment ça a été? Alors, avant l'étude de marché, il y a d'abord l'opportunité. Ok, l'opportunité. Et les 6 fois où j'ai créé des activités, des entreprises, c'est parce que je saisissais une opportunité. Parce que je voyais une opportunité. J'étais étudiant, je vois une opportunité. Il y a quelqu'un qui me dit, moi je vais aux enchères, j'achète une voiture. C'est-à-dire une voiture aux enchères, une voiture qui coûte 40 000 euros, on peut l'acheter à 16 000 euros. Je trouve une belle voiture aux enchères et j'en parle autour de moi, les gens sont contents. Et il y a une personne qui me dit, trouve-moi la même, trouve-moi ce même type de truc. Je te donne l'argent, tu fais des démarches, tu fais tout. C'est un business. Tu as commencé depuis très longtemps. Ah ben oui, c'est un business. Et quand on est étudiant, ça rapporte beaucoup. Tu as évoqué le fait de s'appeler Matondo, Makosso, oui. c'est pas forcément un avantage, alors que la logique voudrait que, venant de ce pays-là, vous soyez mieux accueillis. Mais qu'est-ce qui pose problème en fait? Il y a un adage qui dit que nul n'est prophète dans son pays. Même Jésus a été rejeté par les siens. C'est-à-dire que ce qui vient de chez nous, en fait, ça veut dire simplement que ce n'est pas valorisé. Ce qui est local n'est pas forcément valorisé. Il faut trouver. C'est pour ça qu'il ne faut pas prospecter à tout va. Il faut trouver, quand on se lance, il faut trouver la personne qui va nous faire confiance. La personne le premier client est le plus important. Celui qui nous fait confiance, le premier, c'est le plus important parce que c'est lui qui après va faire notre publicité. Et c'est ce qui s'est passé en 2016. On a signé donc avec un client d'envergure qui était à l'aéroport du Congo. Il a fini par nous faire confiance, sachant que quelques années auparavant, Loïc avait pris contact pour faire l'opération pour piloter l'opération de financement des aéroports du Congo. Il n'a pas été retenu. Et nous sommes revenus et nous avons pu avoir la mission. Mais après qu'on nous ait posé des questions quand même du genre, est-ce que vous savez rédiger? Est-ce que vous savez lire? C'était vraiment, est-ce que vous êtes sûr de pouvoir le faire? Et ça a été un bon défi. Et ce que j'aime beaucoup chez mon associé, c'est que c'est un homme, il est déjà sportif. C'est quelqu'un, il est très sportif, il aime les défis. Et quand il y a un défi, il est à fond. Et si on devait identifier aujourd'hui le plus grand défi que vous avez eu à relever, ça a été lequel? C'était pour l'aéroport du Congo, c'était un très très grand défi pour nous parce que c'est un projet, c'est une concession
de l'État à une entreprise privée pour gérer les aéroports du Congo. Et donc, quand on fait un dossier de financement, les banques, naturellement, les partenaires financiers vont demander des garanties. Et donc, il faut passer dans tous les ministères concernés, transport, finances, pour avoir des autorisations ou des lettres de confort, rassembler un pool bancaire. Ça a vraiment été le baptême du feu. Ça a vraiment été le baptême du feu parce que c'était une opération de financement en contexte congolais. Et je ne parle pas d'africain, en contexte congolais. Rien que ça c'est déjà un gros défi. Et ça a été le baptême du feu. Okay. Et en dehors du Congo, vous êtes aussi basé dans d'autres pays? Nous avons des représentations dans divers pays. Quand on dit ça, on nous prend pour la grande multinationale. Je rappelle que Ariès Investissement est une PME. En fait, c'est une start-up. Nous avons un esprit d'entrepreneuriat. Mais simplement qu'aujourd'hui, nous savons tirer profit des outils dont nous disposons aujourd'hui. Et la preuve en est, c'est la digitalisation. Avec la digitalisation, on peut être implanté dans 10 pays. Ce n'est pas pour autant que dans chacun de ces pays, nous avons les grands bureaux comme à Brazzaville. Les bureaux de Brazzaville, on ne les a pas partout. En général, la plupart des pays dans lesquels nous sommes présents, nous avons une représentation et ça sera souvent des bureaux qu'on va louer à la semaine, à la journée, au besoin, pour faire des réunions, pour faire recevoir des clients. Il faut être très flexible. Ah, mais nous sommes très agiles. Nous sommes très agiles. On ne pourrait pas aujourd'hui se permettre de payer des locaux en fixe dans tous les pays où nous sommes implantés. Nous avons des représentations. Mais nous avons veillé à avoir une présence dans les pays où ça bouge. Côte d'Ivoire, Rwanda, Washington. Tout le monde va à Washington avant le Covid. Au moins une fois dans l'année, c'est la Mecque de la finance parce que avec les journées de la Banque mondiale et du FMI, tous les financiers du monde entier se réunissent à Washington au moins une fois par an. Donc, Washington, parce que c'est là-bas que c'est the place to be. Paris, parce que c'est ça sur toute l'Europe. Singapour, parce que Singapour attire les flux financiers de toute l'Asie. Durant votre travail, vous avez eu des moments où vous n'étiez pas satisfait de ce que vous avez produit vis-à-vis d'un client ou le client, lui, n'était pas satisfait de votre travail? On a eu des clients. Ça, c'est typiquement, c'est pas spécifique à l'Afrique, mais on le voit beaucoup en Afrique. Il y a des clients pour lesquels on a travaillé, on a produit des supports, et qui ont dit bon, on ne vous paye pas parce que je ne suis pas très content du travail, mais en fait, ils gardaient le travail. Hein. Une fois que le travail est fait, non, mais on a beaucoup appris, on a échoué, on n'a pas échoué, on a beaucoup appris. D'ailleurs, même sur le mode même de tarification, c'est ça qui a fait qu'on s'est assis, on s'est dit bon, désormais on ne commence pas une mission avant qu'on ait eu un acompte au moins de 70%. Nous avant on allait, on disait, on se croyait en Europe, on dit on t'envoie la facture, tu payes à 30 jours. Non. Tu me payes l'acompte parce que je mobilise des ressources, parce que c'est tellement facile. Et les gens sont malhonnêtes souvent. On fait du travail, on produit des livrables. Il a ce qu'il veut et il vous dit finalement, j'ai vu une faute d'orthographe, donc je ne vous paye pas. À nous de nous ajuster. Et là, on a aussi appris à lire, relire et relire tout ce qu'on produit parce que on s'est dit plus jamais quelqu'un va nous dire qu'il ne veut pas nous payer ou qu'il tarde à nous payer parce qu'il a vu une coquille. Donc oui, il y a toujours des gens qui ne seront pas satisfaits. Maintenant, le défi de l'entrepreneur quand il y a des gens qui ne sont pas satisfaits, c'est de trouver un compromis, un terrain d'entente, parce qu'il ne faut jamais oublier que le client est roi. Du coup, on va dire, au Congo et dans tous les pays dans lesquels vous intervenez aujourd'hui, vous ne pouvez pas compter sur le cadre juridique pour vous protéger. Mais le cadre juridique ne protège jamais vraiment, parce qu'il y a des lois. Mais même, vous savez, je vous donne l'exemple de la France. La France, il y a une loi, il y a même encore une loi qui a été votée récemment pour empêcher les grands groupes de faire leur trésor sur les petits groupes avec les délais de paiement. Elle n'est pas respectée. Alors, si un pays comme la France, on n'arrive pas à faire respecter ce type de loi, imaginez-vous ce que c'est que sur notre continent. Et en plus, il y a aussi une chose, c'est que dès l'instant que vous rentrez en phase de contentieux avec un client, parce qu'il n'a pas payé, il y a un retard, mais vous prenez un risque d'image. C'est que vous envoyez un message aussi en disant qu'ils sont belliqueux. Ceux-là, attention, au moins petit problème, ils t'amènent au tribunal, ils t'envoient un huissier. Donc ça peut rendre des gens réticents aussi, surtout quand ils savent qu'ils sont escrocs, bien sûr. Ça peut rendre des gens réticents à vous approcher, sachant qu'il y a des solutions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, demander un acompte est une solution.
Nous, on demande un acompte à nos clients pour aussi marquer, symboliser leur engagement. Parce que nous aussi, nous avons eu des frustrations. On a des dossiers pour lesquels on a dépensé des moyens, de l'énergie, des déplacements, on a mobilisé des investisseurs. Et quand on revient vers le client, il nous dit non, en fait, vous savez, finalement, mon cousin m'a mené 3 sacs remplis d'argent, donc la levée de fonds, finalement, on oublie. Ah oui. Et nous, on s'est déplacés, on allé sur Dubaï, on a rencontré des investisseurs, ils sont à 2 doigts de venir et le client nous dit, c'est plus possible. Je vais prendre des sacs d'argent. Vous partez vers des investisseurs étrangers. Et quand vous leur vendez des entreprises qui sont basées en Afrique, qu'est-ce qu'ils recherchent pour la plupart? Parce que l'Afrique, c'est un terrain très risqué aujourd'hui. Comment vous arrivez à convaincre en fait, ces investisseurs étrangers? Alors, en finance, il y a ce qu'on appelle l'équation du MEDAF. Et dans l'équation du MEDAF, il y a un paramètre, il y a une variable qu'on appelle le bêta, qui est le risque. Et le principe est le suivant, c'est que plus le risque est élevé, plus la rentabilité potentielle est grande. Potentiel, effectivement. Potentiel. Et donc, tout le monde sait, tout le monde dit que l'Afrique, c'est la nouvelle frontière. L'Afrique, c'est la prochaine base de consommation. Les classes moyennes qui émergent sont l'avenir de l'économie mondiale même. Il y a une très forte dynamique. Démographiquement, il y a beaucoup de jeunes africains. C'est aussi un risque parce que ces jeunes ne travaillant pas, il y a du chômage et donc ça génère des troubles. Mais tout le monde se dit que l'Afrique a des gens jeunes, capables, éduqués et il y a un potentiel, il y a un potentiel de marché énorme. Maintenant, la question c'est comment capter cette croissance, comment créer de la valeur, comment tirer ces marrons du feu quand je vais arriver en Afrique. Alors, mis à part les secteurs de l'énergie, des mines, qui sont très spécifiques parce que c'est en rapport avec les États, et là c'est vraiment des gros marchés. Aujourd'hui, en Afrique de l'Ouest, même en Afrique centrale, un peu partout en Afrique, on va se développer la consommation. Il y a la consommation qui se développe, il y a des classes moyennes qui émergent. Vous allez dans un pays comme le Ghana, mais c'est fantastique. C'est fantastique. J'aime bien l'expression des Ghanéens, ils disent « This is a real Africa ». C'est-à-dire que c'est ça la vraie Afrique. Non, mais parce qu'on nous montre toujours l'Afrique, des indigents, des bidonvilles, des gens qui ne mangent pas, des enfants qui ont le croche-au-corps. C'est pas que ça l'Afrique. C'est pas que ça. Et quand on va au Ghana, c'est ce qu'ils mettent en avant. Et c'est ce que j'aime beaucoup. Ils sont fiers de leur pays. Ils sont fiers de leur culture. Vous allez au Accra Mall, vous allez pas trouver une boutique Zara. C'est que des boutiques locales. C'est que des créateurs locaux. C'est que du prêt-à-porter local. C'est du pagne, c'est du bazin, c'est des belles tenues. Vous n'allez pas trouver Zara, vous n'allez pas trouver Pinky. C'est-à-dire qu'ils sont très fiers. Et quand ils sortent leur première bière, ils mettent partout « We are proud to announce the first beer ». The first Ghanaian beer. Ils sont fiers de leur pays. Et c'est cette Afrique que j'aime. Parce qu'en fait, ça se retrouve un peu partout. Mais pas au même niveau, mais c'est un peu partout. Maintenant, une fois que on a dit ça, il faut voir le chemin qu'a parcouru le Ghana. Et la plupart des pays anglophones, ils ont mis un point d'honneur dès très tôt, ils ont compris que les capitaux viendraient de l'extérieur. La bonne nouvelle pour eux, c'est qu'ils n'avaient pas de pétrole à l'époque. Ils n'avaient pas de mines, ils n'avaient pas tout ça. Donc, ils ont réfléchi. Ils ont dit, nous n'avons pas tout ça. Comment on peut faire pour attirer des investisseurs? Parce qu'on a besoin de l'argent. On ne produit pas l'argent ici. On a besoin de l'argent de l'extérieur pour financer nos investissements. Mais ils ont commencé à faire, ils le doivent un peu au Commonwealth, parce que le Commonwealth, contrairement à la francophonie, est très axé business. Le Commonwealth, c'était les anciennes colonies anglaises avec lesquelles les Anglais voulaient continuer à faire du business de manière privilégiée. Donc le Commonwealth a favorisé la structuration de PME solides avec de vrais cadres juridiques, avec des dispositions pour faciliter les investissements, alors que nous, dans la francophonie, on a favorisé la culture. On était plus dans des échanges culturels. Musique, on aime ça, surtout en Afrique centrale. La fête, FESPAM, tu vois, la fête, la musique, ndombolo. Pendant ce temps, au Ghana, ils bossaient. Nous, on dansait, la cigale et la fourmi. Et donc, de facto, aujourd'hui, quand les investisseurs regardent le continent africain, la première chose qu'ils voient, c'est les pays anglophones.
90%, 92% des investissements étrangers en private equity partent vers les pays anglophones, Tanzanie, Kenya, Ghana, Nigeria, parce qu'il y a là des PME qui sont solides, il y a un cadre législatif qui favorise le business, c'est-à-dire que c'est les mieux classés dans le doing business. Pourquoi? Parce qu'ils se sont préparés, ils se sont dit, les gens ne sont pas obligés de venir chez nous, à nous de leur donner envie de venir chez nous, avec des dispositions dans la législation qui vont favoriser l'attractivité de notre pays. Les autres, ils avaient le pétrole, ils ont dit, ils veulent tous du pétrole, ils n'ont pas le choix, ils viendront. Et du coup, le cadre législatif n'est pas du tout, il est incohérent. Et comment vous travaillez en fait avec les PME sur le continent? En termes d'implication, que ce soit une grande PME, un grand groupe ou une petite PME, en termes de méthodologie et d'implication, ce sera la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on regarde avant tout, c'est le projet. Comment on travaille? Alors, déjà, il y a la partie prospection qui d'ailleurs est en train de beaucoup progresser parce qu'on s'améliore, hein, on sommes agiles, on s'ajuste. Aller chercher des clients sur le continent, c'est pas comme ailleurs. Il faut les gens, des fois, vont vouloir vous connaître. Il y a même des moments, ils vont vous savoir. Et en fait, le fait qu'ils connaissent le grand-père de votre grand-père, de la grand-mère, du grand frère, du cousin, de la tante, du voisin, va permettre de leur donner confiance. Parce que dès quand on dit aux gens, nous pouvons mobiliser du financement pour vous, en général, ils disent oui, mais le premier réflexe, c'est que je vais d'abord aller voir mon banquier moi-même. Je connais le directeur de telle banque, je connais le directeur de tel truc, j'étais à Paris, j'ai rencontré le directeur de tel fonds d'investissement, donc petit, calmez-vous. On dit d'accord. Et très souvent, ils reviennent après. Bon, mais vous connaissez qui exactement? Parce que moi, vraiment, les gens que je connais là, ça passe pas. Et c'est là qu'on commence le processus. Chez Ariès, notre process métier est très simple. Nous commençons par, donc on approche, on nous approche. Lors de la phase d'approche, on signe ce qu'on appelle un accord de confidentialité qui nous permet donc de sécuriser les échanges. Et dès lors qu'on a signé ce contrat, donc cet accord, on va demander une liste de documents en fonction du type de projet. Ça peut être dans l'immobilier, dans l'industrie, dans l'agro. En fonction du type de projet, on va demander un certain nombre de documents. Pourquoi? Pas parce qu'on veut les collectionner, mais parce que nous avons besoin d'analyser. La première raison, c'est ça, c'est analyser. On va faire une analyse préliminaire. Donc, c'est-à-dire voir la faisabilité. Parce qu'il y a des gens tout le monde veut de l'argent. Mais est-ce que tout le monde est en mesure de mobiliser des financements? Tout le monde, aujourd'hui, tout le monde veut du bancaire. Tout le monde aimerait avoir un prêt de sa banque. Mais pourquoi? Quand ils vont tout seuls, on le leur refuse. Où ça traîne en longueur? Parce que, très souvent, ils n'ont pas su mettre en avant les garanties. Parce que pour qu'une banque vous prête, il y a 4 éléments, 3 principaux. Il y a la capacité empruntée, donc les garanties que vous pouvez mettre sur la table pour rassurer la banque du fait que quoi qu'il se passe, vous allez rembourser le prêt. La capacité d'exécution, que si vous venez de prendre un prêt, même si vous avez des garanties, vous êtes bien loti, vous avez des garanties. Monsieur Matondo aujourd'hui vient de dire, je vais emprunter 1 milliard d'euros pour monter ma compagnie aérienne. Monsieur Matondo, savez-vous comment gérer une compagnie aérienne? Savez-vous c'est quoi le business de l'aéronautique, dans l'aéronautique? Donc, capacité à exécuter. Est-ce que vous êtes capable de pouvoir exécuter le projet? Et la troisième, et non la moindre, c'est la capacité à rembourser. Est-ce que votre business que vous voulez qu'on finance va générer suffisamment de flux pour rembourser, pour payer des traites tous les mois? Quand ces trois conditions sont remplies, normalement le financement est supposé être acquis. Et Ariès Investissement se charge de contrôler que ces 3 critères sont respectés. De cocher ces 3 cases. Comment on le fait? Et quand on prend la documentation, c'est ce que nous analysons. Moi, quelqu'un qui me dit je veux lever 1 milliard de francs CFA alors que son chiffre d'affaires annuel est de 1 million de francs CFA, je vais lui dire il y aura un petit problème. Je suppose qu'il y a beaucoup de PME qui vous ont approché. Ah, okay, oui. Quel a été votre constat sur ces PME-là? Et qu'est-ce qui cause souvent le refus en fait d'accompagnement?